Ma copine m'a dit « Je ne viendrai pas à l'enterrement de ton frère. Je le connaissais à peine et c'est déprimant. » J'ai répondu « Je comprends ». Puis j'y suis allé seul, j'ai prononcé l'éloge funèbre et je ne l'ai plus jamais recontacté. Quand elle m'a envoyé un texto 2 jours plus tard pour me demander « On maintient toujours notre dîner ?» Moi, 31 ans, je travaille comme inspecteur en bâtiment pour le comté. J'examine les permis, je vérifie la conformité aux normes, je rampe dans les greniers et les sous-sols pour m'assurer que personne ne va s'électrocuter. C'est stable, c'est prévisible et ça paie environ 67 000 $ par an. Je vous dis ça pour que vous sachiez que je ne suis pas le genre de mec à prendre des décisions dramatiques. Toute ma carrière repose sur le respect des règles, le cochage de cases et la documentation rigoureuse. C'est ma personnalité, méthodique, patient, ennuyeux si on veut être honnête. Mon frère avait 27 ans quand il est mort. Accident de voiture, un mardi matin 7h40 sur le chemin du travail, un autre conducteur a grillé un feu rouge. La voiture de mon frère a pris l'impact du côté conducteur. Son décès a été prononcé à l'hôpital 40 minutes plus tard. J'ai reçu l'appel de ma mère à 8h15 alors que j'examinais une demande de permis pour une terrasse résidentielle. Je ne vais pas décrire ce que j'ai ressenti lors de cet appel parce que je n'ai pas les mots pour ça, même maintenant, et je ne pense pas que je les aurai un jour. Mon frère avait 4 ans de moins que moi. Je lui ai appris à faire du vélo. Je l'ai aidé à emménager dans son premier appartement. Il m'appelait tous les dimanches de soir juste pour parler, même quand il n'y avait rien à dire, parce qu'il disait que les dimanches étaient ennuyeux sans quelqu'un à qui se plaindre du lundi. C'était la meilleure personne que je connaissais, pas de la façon dont les gens le disent toujours à propos des morts. Je veux dire qu'objectivement, de façon mesurable, c'était un meilleur être humain que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Il était bénévole dans une banque alimentaire le samedi. Il se souvenait de l'anniversaire de tout le monde. Une fois, il a conduit pendant 2 heures en pleine tempête de neige pour aider un collègue tombé en panne sur l'autoroute. C'était le genre de personne autour de qui on construit sa vie, pas le genre qu'on perd un mardi. Il faut que j'en vienne à la partie sur ma copine. Je sais, laissez-moi juste une seconde avec mon frère. Ok. Ma copine et moi étions ensemble depuis 14 mois. Elle travaille dans le marketing pour une entreprise technologique de taille moyenne. Elle gagne environ 78 000 $. Elle est intelligente, elle est sociable. C'est le genre de personne qui a toujours des projets. Brunch le samedi, verre le vendredi, un concert jeudi prochain, l'anniversaire d'un ami dans 2 semaines. Son calendrier avait un code couleur et ses week-ends étaient réservés 3 semaines à l'avance. Elle fonctionnait avec un emploi du temps et les perturbations de cet emploi du temps étaient traitées comme des attaques personnelles. J'ai remarqué ce schéma très tôt. Si je devais annuler un dîner parce que je finissais le travail plus tard que prévu, elle était contrariée pour le reste de la soirée. Si j'oubliais un projet qu'elle avait organisé, elle m'en parlait pendant des jours. Si je suggérais de rester à la maison au lieu de sortir, elle disait que je gâchais le week-end. Je mettais ça sur le compte de nos différences. Je suis casanier. C'est une planificatrice. Les opposés s'attirent ou un truc du genre. Mon frère l'a rencontrée 3 fois. Une fois lors d'un barbecue familial où elle a passé la majeure partie de son temps sur son téléphone. Une fois lors d'un dîner où elle est partie tôt parce qu'elle avait un truc de prévu. Et une fois à ma fête d'anniversaire où mon frère m'a pris à part et m'a dit « Dis donc, elle est toujours aussi millimétrée ?» Je lui ai dit qu'elle était juste organisée. Il m'a lancé un regard, ce regard très spécifique qu'il avait où un sourcil se levait et sa bouche restait impassible. Et il a dit « Ok, c'est tout. » C'est la dernière chose que mon frère m'ait jamais dite à son sujet. Et il s'avère que c'était suffisant. Mon frère est mort un mardi. L'enterrement était prévu pour le samedi. 4 jours pour organiser une cérémonie, écrire un éloge funèbre, aider ma mère à tenir le coup, coordonner avec les pompes funèbres, s'occuper des fleurs et de la logistique, et de toute cette paperasse spécifique qui accompagne une mort soudaine. J'ai pris un congé de deuil au travail 3 jours, ce qui n'est pas suffisant. Rien ne serait suffisant. Je l'ai dit à ma copine le mardi soir. Je l'ai appelée depuis la maison de mes parents où j'avais passé toute la journée. J'avais la voix brisée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit « Oh mon Dieu, mon cœur, je suis tellement désolée. » Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit « J'ai juste besoin de passer cette semaine. » Elle a dit qu'elle comprenait. Mercredi, elle m'a envoyé un texto pour prendre des nouvelles. Un message adorable « Je pense à toi. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai apprécié. » Jeudi, elle m'a posé des questions sur les détails de l'enterrement. Quand, où, comment s'habiller. Je lui ai dit samedi à 11h. Les pompes funèbres, des couleurs sombres. Elle a dit « C'est noté. » Vendredi soir, la veille de l'enterrement, elle m'a appelé. J'étais chez mes parents, assis à la table de la cuisine, essayant de terminer l'éloge funèbre. Ma mère dormait sur le canapé, sous calmant. Mon père était dans le garage parce que c'est là qu'il va quand il ne sait plus quoi faire de ses mains. Ma copine a dit « Alors pour demain ?» J'ai répondu « Ouais, j'y ai réfléchi et je ne vais pas venir. » Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Elle a comblé le silence. Je le connaissais à peine. Je l'ai rencontré, genre, 3 fois. Et franchement, les enterrements, c'est vraiment déprimant.
Et je ne suis pas très à l'aise dans ce genre d'environnement. Ça déclenche mon anxiété. Je préfère être là pour toi après, quand tu auras vraiment besoin de soutien. Par exemple, on pourrait dîner dimanche, je réserverai dans un endroit sympa. Tu auras besoin qu'on te remonte le moral. Elle a utilisé le mot déprimant pour parler de l'enterrement de mon frère. Mon frère, qui avait 27 ans et qui était mort parce que quelqu'un avait grillé un feu rouge. Je suis resté assis à cette table de cuisine, regardant l'éloge funèbre à moitié écrit devant moi, et j'ai dit « Je comprends ». Elle m'a dit « Tu n'es pas fâché ?» J'ai répondu « Non ». Elle a dit « Ok, tant mieux ». Je ne voulais juste pas que ça devienne un problème. Appelle-moi quand tu auras fini demain et on s'organisera, je t'aime. J'ai dit « Salut » et j'ai raccroché. J'ai terminé l'éloge funèbre, je n'ai pas pleuré en l'écrivant parce que je n'avais plus de larmes depuis le jeudi et que le corps humain a ses limites. Je suis allé me coucher sur le sol de ma chambre d'enfant parce que ma mère était dans mon ancien lit et que je n'allais pas la déplacer. Samedi matin, le jour de l'enterrement. J'ai mis un costume sombre. J'ai conduit ma mère et mon père. Nous sommes arrivés tôt. Les gens ont commencé à arriver. Les collègues de mon frère, ses amis de la fac, son équipe de bénévoles de la banque alimentaire. 11 d'entre eux sont venus portant tous de petits badges de l'association. Son meilleur ami a traversé le pays en avion avec un préavis de 18 heures. Mon cousin a fait 4 heures de route. Les gens sont venus, ma copine n'est pas venue, j'ai prononcé l'éloge funèbre. J'ai parlé des leçons de vélo, des appels téléphoniques du dimanche et du trajet pendant la tempête de neige. J'ai raconté comment il se souvenait de l'anniversaire de tout le monde et comment il envoyait un texto à minuit pile. J'ai parlé de son regard, de cette histoire de sourcils levés et la moitié de la salle a ri à travers ses larmes, parce que tout le monde connaissait ce regard. J'ai tenu le coup jusqu'au dernier paragraphe, puis j'ai craqué. Mon père s'est approché, a posé sa main sur mon épaule et j'ai terminé. Après la cérémonie, le meilleur ami de mon frère m'a pris dans ses bras et m'a dit « Elle est où, ta copine ?» J'ai répondu « Elle n'a pas pu venir ». Il m'a lancé le fameux regard avec le sourcil levé, le regard de mon frère, je le jure sur Dieu, exactement la même expression, et il a répété « N'a pas pu ». Je n'ai pas répondu. Nous sommes allés chez mes parents pour la réception, je suis resté jusqu'à 21h, j'ai conduit jusqu'à chez moi. Je suis entré dans mon appartement vide, je me suis assis sur le canapé dans mon costume. J'ai regardé mon téléphone. Aucun texto d'elle, pas de « Comment ça s'est passé ?» Pas de « Je pense à toi », pas de « Je suis désolé de ne pas avoir pu être là ». Rien. Elle a publié une story Instagram à 15h. Un latte et un livre dans ce qui ressemblait à un café. Avec la légende « Moment pour moi » à 15h. Alors que j'étais chez mes parents, entouré de gens qui pleuraient de la mort de mon frère. J'ai posé mon téléphone face contre la table basse, j'ai enlevé mon costume. Je suis allé me coucher. Dimanche matin, 10h14. Le texto « Coucou mon cœur, on maintient toujours pour le dîner ce soir. J'ai trouvé ce nouveau resto thaï incroyable qui a des critiques de fou. 19h, je l'ai fixé. Les points d'exclamation, les critiques de fou, les 19h, comme si c'était un dimanche comme les autres, et pas le lendemain de l'enterrement de mon frère. Je n'ai pas répondu, ni à cette heure-là, ni ce jour-là, ni jamais. Beaucoup de gens dans les commentaires disent que j'aurais dû lui dire que c'était fini entre nous au lieu de simplement garder le silence. Je vous entends. Mais laissez-moi vous expliquer dans quel état d'esprit j'étais. La semaine suivant les funérailles, j'étais à peine fonctionnel. J'ai repris le travail mercredi parce que j'avais épuisé mes 3 jours de deuil et que je ne pouvais pas me permettre de prendre un congé sans solde. Je me suis assis à mon bureau, j'ai examiné des permis, j'ai rampé dans des sous-sols et j'ai fait mon travail tout en portant un poids dans la poitrine qui me donnait l'impression que tout se passait sous l'eau. Je n'étais pas en train d'élaborer une stratégie de rupture, je ne complotais pas pour me venger. Je survivais, c'est tout. Je ne lui ai pas répondu ni le dimanche, ni le lundi, ni le mardi. Elle m'a envoyé un texto le lundi après-midi. « Hey, t'es vivant ? Tu n'as jamais répondu pour le dîner. » Elle m'a écrit le mardi matin, je commence à m'inquiéter un peu. « Tu peux au moins me répondre ? » Mardi soir. « Ok, sérieusement, tu m'ignores ? Ce n'est pas drôle. » Mercredi, elle a appelé, j'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé, rejeté. Elle a laissé un message vocal qui disait « Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais faire le mort, c'est vraiment immature. Je comprends que tu traverses une épreuve, mais m'exclure n'est pas normal, rappelle-moi. » Traverser une épreuve, elle décrivait la mort de mon frère comme on parlerait d'une mauvaise journée au travail, comme une amende, jeudi, 5 jours de silence. Elle a envoyé un long texto, en résumé, elle était blessée. Le fait que je m'éloigne à un moment où nous devrions nous soutenir mutuellement. Elle disait qu'elle m'avait laissé de l'espace, mais que mon silence était de la violence psychologique et qu'elle méritait mieux que d'être ghostée par son propre petit ami. Violence psychologique parce que je ne lui ai pas répondu la semaine où mon frère est mort, parce qu'elle n'est pas venue à l'enterrement parce que c'était déprimant. J'ai failli répondre à celui-là. Failli. Mon pouce planait au-dessus du clavier. Mais ensuite, j'ai réfléchi à ce que je pourrais bien lui dire. Quelle combinaison de mots pourrait éventuellement transmettre la dévastation absolue de perdre son frère ?
L'enterrer sans la personne qui est censée être votre partenaire et ensuite se faire traiter de violent psychologiquement pour ne pas avoir réservé de table au restaurant 5 jours plus tard. Il n'y a pas de mots pour ça. Alors, j'ai continué à ne rien dire. Vendredi, 6e jour, sa meilleure amie m'a envoyé un texto, une fillon que j'avais croisée une poignée de fois lors de sorties en groupe. Elle a écrit « Hey, je sais que la situation est compliquée, mais elle vit très mal ton silence. Tu peux au moins lui dire où tu en es? Elle pense que tu es en train de rompre avec elle. » J'ai répondu « C'est le cas. » Son amie a dit « Attends, sérieusement? Pour quelle raison ?» J'ai répondu « Elle le sait. » Son amie a écrit « Elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. » Cette phrase s'est posée sur ma poitrine comme une pierre. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Elle ne comprend sincèrement, authentiquement pas, que refuser d'assister à l'enterrement du frère de son petit ami est un motif de rupture. Ce n'est même pas sur son radar en tant qu'événement marquant. Dans son esprit, elle a fait un choix personnel raisonnable face à une obligation sociale inconfortable. Et maintenant, son petit ami en fait tout un drame. C'est là que j'ai compris quelque chose sur elle que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. Elle n'était pas cruelle. Elle était simplement elle-même. C'est ce qu'elle est. C'est une personne qui, fondamentalement, ne peut pas prioriser la douleur d'autrui par rapport à son propre confort. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est quelque chose de pire. C'est dans sa conception. Elle est construite comme ça, et elle ne s'en rend même pas compte. Je n'ai plus répondu à son ami après ça. J'ai bloqué le numéro de mon ex. Sans faire de drame, sans grand discours, je suis juste allé dans les paramètres, bloqué, et je suis passé à autre chose. Samedi, exactement une semaine après l'enterrement, elle s'est pointée à mon appartement et a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas, j'ai vu qui c'était, et je n'ai pas ouvert. Elle a frappé pendant environ 3 minutes. Puis elle a dit à travers la porte « Je sais que tu es là. Ton pick-up est sur le parking. Tu peux s'il te plaît me parler ?» J'ai dit à travers la porte « C'est fini, il faut que tu partes. » Fini? Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé à un enterrement? Je t'ai dit que les enterrements m'angoissaient. L'enterrement de mon frère. Je sais de quel enterrement il s'agissait. Je dis juste que tu ne peux pas mettre fin à une relation parce que quelqu'un fixe des limites face aux événements liés au deuil. C'est ma santé mentale. Je n'ai rien dit. Elle a attendu, puis elle a dit quelque chose dont je me souviendrai très longtemps. Elle a dit « Tu en fais toute une montagne pour rien. Les gens meurent. C'est triste, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde laisse tout tomber pour s'asseoir dans une pièce triste pendant 3 heures, juste parce que tu es contrarié. Les gens meurent. C'est triste. » Je l'ai entendu s'éloigner environ 30 secondes plus tard. Je suis resté assis par terre derrière ma porte d'entrée pendant peut-être 20 minutes. Ensuite, je me suis levé, j'ai préparé le dîner et je l'ai mangé en silence. Ok, c'est la dernière. Je m'étais promis d'écrire ça et d'en finir, parce que j'ai besoin d'arrêter de porter ça publiquement pour commencer à le porter en privé. Après notre conversation à travers la porte, les choses ne se sont pas terminées comme je m'y attendais. Je pensais qu'elle serait en colère pendant une semaine et qu'elle passerait à autre chose. C'est le genre de personne qui passe tout de suite à la suite. Toujours des projets, toujours quelque part où aller, je me disais que je deviendrais l'entrée du calendrier du mois dernier en quelques jours. Au lieu de ça, elle s'en est prise à ma mère. Laissez-moi répéter ça pour que vous en mesuriez tout le poids. Mon ex-copine, celle qui n'a pas assisté à l'enterrement de mon frère parce que c'était déprimant, a contacté ma mère en deuil pour plaider en faveur de notre relation. Elle a trouvé ma mère sur les réseaux sociaux. Elle lui a envoyé un message privé. Je n'en savais rien jusqu'à ce que ma mère m'appelle, confuse et bouleversée, en me disant « Ta copine m'a envoyé un message pour me dire que tu ne lui parles plus et qu'elle s'inquiète pour toi. Elle m'a demandé si je pouvais t'en parler. » On demandait à ma mère, qui avait enterré son plus jeune fils 16 jours plus tôt, de jouer les médiatrices dans la rupture de son fils aîné à la demande de la femme qui ne s'était pas pointée à l'enterrement. J'ai dit la vérité à ma mère, toute la vérité. L'appel téléphonique du vendredi soir, le commentaire déprimant, son absence le samedi, la story Instagram, moment pour moi à 15h, le texto pour le dîner le lendemain matin, les moindres détails. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit « Elle n'est pas venue ?»« Non maman, j'avais 53 personnes à cette cérémonie. Le collègue de ton fils, qui le connaissait depuis 4 mois, est venu. La voisine de son immeuble, qui ne le connaissait que parce qu'il portait ses courses, est venue. Cette fille de son groupe de la banque alimentaire, qui a fait 3 heures de route, est venue. Et la femme avec qui tu es depuis plus d'1 an n'est pas venue parce que c'était déprimant. C'est ce qu'elle a dit. Ma mère ne crie pas. Elle n'a jamais été du genre à hurler. Mais sa voix est devenue très grave et très contrôlée. Et elle a dit « Ne lui adresse plus jamais la parole. Tu m'as comprise. Ce n'était pas dans mes plans, maman. » Bien, ma mère a ensuite fait quelque chose que je ne lui avais pas demandé et que je n'aurais pas pu prédire. Elle a répondu au message privé de mon ex. Ma mère m'a raconté après coup ce qu'elle avait écrit. Elle a mis « Mon fils a enterré son frère et vous avez choisi un latte. Vous n'avez pas le droit de me demander de l'aide pour le joindre. Veuillez ne plus jamais contacter cette famille. » Net, direct, définitif.
Ma mère mesure 1,60 m et elle peut vous anéantir sans même élever la voix. Je tiens ma nature silencieuse de bonne source. Mon ex n'a pas répondu au message de ma mère, mais elle n'en avait pas fini avec moi. Environ 4 jours après l'incident du message, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché parce qu'il m'arrive de recevoir des appels professionnels de numéros inconnus. C'était sa sœur, sa grande sœur, que j'avais rencontrée exactement 2 fois et qui avait la même énergie millimétrée mais en pire. Sa sœur a commencé par « Je pense que tu dois au moins une explication à ma sœur ». J'ai répondu « Je ne lui dois rien du tout. Ça fait 2 semaines qu'elle pleure. Mon frère est mort depuis 3 semaines. » Silence. Un long silence. Puis sa sœur a dit « Écoute, je comprends que tu souffres, mais tu ne peux pas punir quelqu'un pour avoir posé des limites. » Elle a tout à fait le droit de décider à quels événements elle se sent à l'aise d'assister. Et j'ai tout à fait le droit de décider avec qui je suis en couple. J'ai pris ma décision. Tu ne lui as même pas laissé une chance de se rattraper. Se rattraper ressemblerait à quoi au juste ? Elle ne peut pas remonter le temps et venir à l'enterrement. L'éloge funèbre a été prononcé. La réception est terminée. Mon père n'a personne à côté de lui sur les photos, là où la copine de mon frère aurait dû être. Qu'est-ce qu'elle va réparer exactement ? Sa sœur n'avait pas de réponse à ça. Elle a lâché « Je trouve que tu es vraiment injuste » et elle a raccroché. Ce fut la dernière tentative de contact direct. Mais il y a eu une dernière chose. Environ une semaine plus tard, une amie commune, la seule à qui je parle encore de notre ancien cercle social, m'a envoyé une capture d'écran. Mon ex avait publié quelque chose dans une discussion de groupe privé où cette amie se trouvait aussi. C'était un long paragraphe expliquant comment elle guérissait d'une relation où l'on se montrait froid émotionnellement et comment elle avait appris qu'elle avait besoin d'un partenaire qui ne la punirait pas pour avoir donné la priorité à sa santé mentale. Elle disait que j'avais utilisé le deuil comme une arme et qu'elle choisissait de se libérer de cette énergie négative. Elle se posait en victime. Bien sûr qu'elle le faisait. Dans sa version de l'histoire, c'est une femme avec des limites saines qui a été injustement punie par un petit ami qui s'est servi de son frère mort comme d'une arme pour la contrôler. Dans sa version, l'histoire a du sens. Elle est le protagoniste. Je suis le méchant. Je n'ai pas fait de capture d'écran. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rétabli la vérité dans cette discussion de groupe, parce que voici ce que j'ai appris en prononçant un éloge funèbre à 31 ans. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde. Vous avez juste besoin de connaître la vérité et de vivre avec. Les gens qui étaient à l'enterrement savent. Ma famille sait. Les amis de mon frère savent. Les 53 personnes qui se sont pointées un samedi parce que mon frère comptait pour eux. Ils savent. Et ça suffit. L'amie commune qui m'a envoyé la capture d'écran m'a dit quelque chose de tout simple. Pour ce que ça vaut, personne dans ce groupe n'y croit. Je l'ai remerciée et j'en suis resté là. C'était il y a environ 10 jours. C'est le calme plat depuis. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant et je ne veux pas le savoir. J'imagine qu'elle est toujours en train de planifier, d'organiser, de mettre des codes couleurs pour ses week-ends. J'imagine qu'elle a trouvé une version de cette histoire avec laquelle elle peut vivre, une où elle n'est pas la méchante. Et j'imagine qu'elle la raconte au brunch avec la même confiance qu'elle utilise pour tout le reste. Je continue d'aller au travail, je rampe toujours dans des sous-sols, j'examine toujours des permis. La routine aide plus que je ne l'aurais cru. Il y a quelque chose d'ancrant dans le fait de vérifier la conformité aux normes quand plus rien n'a de sens dans votre vie. Je vais chez mes parents tous les dimanches maintenant. Mon père et moi nous asseyons dans le garage et nous parlons peu, ce qui est la façon dont nous avons toujours le mieux communiqué. Ma mère prépare beaucoup trop à manger, ce qui est à la façon dont elle a toujours le mieux communiqué. Nous portons tout ça. Le meilleur ami de mon frère m'appelle tous les dimanches de soir maintenant, à la même heure que mon frère. Il a dit qu'il avait commencé à le faire par accident, par simple habitude, puis qu'il avait décidé de continuer exprès. On ne parle de rien d'important, juste des lundis qui sont terribles, des pronostics de foot et de tout ce qui peut remplir un coup de téléphone entre 2 personnes qui aiment la même personne. Ce n'est pas pareil, plus rien ne sera pareil, mais c'est déjà ça. Je garde le contact de mon frère dans mon téléphone, je ne l'ai pas supprimé. Je sais que je devrais finir par le faire, mais pas encore. Parfois, j'ouvre notre fil de discussion et je fais défiler de vieux messages. Le dernier qu'il m'a envoyé le samedi avant sa mort, c'était « Appel du dimanche demain. J'ai une histoire pour toi. Tu vas pleurer de rire. Je n'ai jamais pu entendre cette histoire. C'est ça qui m'achève quand rien d'autre ne le fait. Pas l'accident, pas l'enterrement, pas la copine, l'histoire que je n'entendrai jamais. » N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Мобов? У меня нету. Почему-то, хотя это дроп с мобов. Барет какой-то. Блин, за черепашек надо искать и выращивать их. И самое тяжелое незер броня. А, давайте сделаем. Где-то у меня что-то было. Так, у меня вот кузнечные шаблоны есть. Алмаза, в принципе, пока хватает.
Стоп, а чё их так мало? Подожди. Куда алмазы все подевались? У меня же их... А, точно. Ладно, что это? Что-то мало у меня алмазов. Я тут заметил. Зуб даю, мы выживем. Я бы так не рассчитывал. Ну, выживет-то выживем, но это уже будет иная жизнь, скажем так. Так, о, у меня как раз план уже на защиту есть. Это получается 24 минус 7, сколько будет? 17? Блин, а у меня назарита столько нету, кстати. Да, назаритку сделать. На нас напали. На вас тоже напали? Пиздец. Живые наступают. Блин. Блядь. Обосрись и сдохни. Пиздец. Я тут, ну наконец-то пришел. Дима, чек ДС. Ну-ка. Ебать. Может, это шашлык жарит? Блин, что-то я не хочу... Это надо... Я не хочу сейчас тратить свои единственные 4 назаретовых свитка. Да блин, братик. Это... Если деньги есть, пиздуйте из города нафиг. Куда-нибудь в мою сторону. Или в сторону за границей. Нахуй вам в России оставаться? Ладно, я в Новосибе живу, нам далеко тут. До нас это и не дойдет никогда, но... Че это за сервер? Ща я API скину. Ну тут, короче, дефолтный сервачок, хардкорненький. С обычным выживанием. Да, правильно, Фрикич, правильно ты скидываешь. А тебе, кстати, Фрикич, випку дать, раз ты такой полезный. Можно IP? Да, вон IP сверху уже. Давай я еще раз вот так сделаю. Это IP, ребят. Да что, сразу в Украину надо? Не, зачем? У них там то же самое, что у нас. Блин, не хочу тратить последний незарит на стойку для брони. Димон, можно пожимодерку мне на 1 час? Нет. Короче так, ребят, сейчас я в Дискорд скину текстурпак. Если смогу, конечно, это сделать. Вы его все скачаете, и чтобы хотя бы стака по 3 алмазов мне принесите. Окей? Так, все, ребят, в Дискорде текстурпак скинул. Короче, его заюзайте обязательно. И по 3 стака алмазов с каждого. И инзарита еще побольше. Инзарита. Поняли? Спасибо за фоллоу. Поняли, да? Каменщика надо ликвидировать. Так, что там по... Кстати... Пирокот готов уже? Готов. Так. Не повышайте голос, японский президент. Ладно, слишком орёт. У меня больше кокосы. В каком смысле? Не понял, подожди. Где кокосики? Так, сейчас приду. В туалет схожу. Да вы пока